Alors, médecine périopératoire, comment répondre aux enjeux de la spécialité et ce, malgré les contraintes. Je vous prie d'excuser ma voix un petit peu enrouée. Et je dois déclarer quelques liens d'intérêt. Le problème, c'est que, comme la plupart d'entre vous, je suis anesthésiste, réanimateur et médecin périopératoire, donc directement concerné par la problématique. Et d'autre part, je suis membre du comité scientifique de la société RDS, qui commercialise un dispositif dont je serai amené à parler. Alors, si vous savez, si on s'intéresse aux complications post-opératoires, et vous savez sans doute que c'est la troisième cause de mortalité dans le monde, juste après les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux. Et donc ça représente un nombre de victimes particulièrement important. Et si on compare finalement ce qu'on connaissait déjà un petit peu, les gains en termes de mortalité de la période strictement intra-opératoire, et on doit ces travaux à André Liénard, eh bien on sait que le risque résiduel de décès au cours d'une intervention sous anesthésie générale est de 0,00069%. Et si on compare ce pourcentage à celui qu'on observe dans les 30 jours qui suivent une intervention majeure, eh bien on voit que le risque de décès à ce moment-là, il est aux alentours de 4%. Il est donc un facteur multiplicatif particulièrement important de plus de 5000 entre la mortalité intraopératoire stricto sensu et celle de la période périopératoire. La cause principale de ces décès, c'est une incapacité finalement à secourir à temps des patients qui se dégradent, ce qu'on appelle the failure to rescue. C'est des scénarios que vous connaissez très probablement. Un patient, un matin, qui est hypotendu, avec une accélération de sa fréquence cardiaque, une baisse de sa saturation. Le tour infirmier arrive quelques minutes ou heures plus tard, une concertation au sein de l'équipe, et finalement, ce n'est qu'à 11 heures qu'intervient l'équipe d'intervention rapide et que le patient est efficacement pris en charge. Et donc un délai de plus de 3 heures entre la dégradation clinique et la réponse thérapeutique qui est apportée par l'équipe. Et c'est dans ce contexte qu'intervient la médecine périopératoire, ou en anglo-saxon la perioperative medicine. Et les éléments importants, c'est que cette médecine périopératoire, elle s'entend depuis la programmation de l'intervention chirurgicale jusqu'à la récupération totale du patient. Et cette médecine périopératoire, elle est centrée par le patient, elle est dirigée par des données, elle est vraiment focalisée vers la récupération et vers le pronostic. Ce leadership de la médecine périopératoire, il est revendiqué par notre discipline, par notre spécialité. Et peut-être étiez-vous hier aux États généraux de la médecine périopératoire qui ont été un vrai succès. Et je crois qu'on peut remercier Gilles Orliaguet et notre président Jean-Michel Constantin pour cette excellente organisation. Et effectivement, si on veut analyser les choses de manière plus fine, eh bien, il faut qu'on adopte une analyse SWOT. Vous connaissez cette analyse qui consiste à examiner bien nos forces, nos faiblesses, les opportunités qui se présentent à la spécialité, mais également les menaces, puisqu'on a l'impression que notre spécialité est un petit peu à son asymptote. Et quand on demande aux personnes qui ont fait une banqueroute comment la banqueroute est arrivée, elle est arrivée de deux manières. D'abord très progressivement, puis brutalement. Et donc il faut anticiper éventuellement cette dégradation secondaire et prévoir ce que peut être le futur de la spécialité. Alors je vous propose qu'on commence par nos forces dans un premier temps. Quelles sont-elles ? Eh bien, tout d'abord, on est dans une position effectivement actuellement de super-héros. À chaque fois qu'il y a une intervention chirurgicale, il est un super-héros derrière qu'on appelle l'anesthésiste, qui est la plupart du temps particulièrement efficace sur les prises en charge, et notamment lorsqu'il s'agit de traiter des patients avec des comorbidités nombreuses. Dans ces situations-là, on le sait, et s'il s'agit de comparer l'efficience d'un médecin périopératoire qui serait un anesthésiste réanimateur par rapport à un médecin qui serait un hospitaliste, eh bien on voit que lors de la chaîne de prise en charge, lors de la trajectoire du patient, c'est bien l'anesthésiste réanimateur qui est là depuis la phase préopératoire, intraopératoire, post-opératoire et à distance, et ce grâce à une équipe habituellement nombreuse qui est présente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Parmi
nos forces, il faut également citer l'effort pédagogique particulièrement important qui a été réalisé au cours des dernières années pour structurer le programme de formation de nos internes avec une politique et une hiérarchie de médecine périopératoire. C'est vrai en formation initiale, c'est également vrai en formation médicale continue. Et vous pouvez trouver ces supports sur le dispositif Galaxy qui est proposé par la SFAR. On a également un ouvrage de référence qui a été récemment publié par le camarade de Gauss et Sigismond Lazucchi, qui est particulièrement bien fait, qui concerne tous les aspects de la médecine périopératoire et que je vous invite à consulter. Il y a également un certain nombre de faiblesses dont nous devons toutes et tous être conscients. La première, c'est peut-être une faiblesse organisationnelle. Nos organisations, elles sont très certainement perfectibles, et notamment lorsqu'il s'agit de savoir qui fait quoi avec nos amis et collègues chirurgiens. Les recommandations sont relativement nombreuses, dès 2001 par le Conseil de l'Ordre, un peu plus récemment par la Haute Autorité de Santé en collaboration avec le CEPHAR et la SFAR. Toujours est-il qu'il est particulièrement important de préciser ces périmètres, et ça a été repris récemment dans les recommandations de la certification, à la fois pour coordonner le projet de soins, mais également pour des choses beaucoup plus pragmatiques, telles que la réalisation du programme opératoire. Et donc, dans tous les cas, ce partage des tâches, il doit être déterminé de manière explicite, par écrit, il doit être diffusé et actualisé et connu par l'ensemble des acteurs. Cette faiblesse organisationnelle, elle peut également être ressentie par notre polyvalence, qui intrinsèquement peut être également un problème. Très régulièrement, on est comparé au couteau suisse de l'hôpital, qui peut intervenir finalement dans toutes les situations, qu'elles soient réglées ou urgentes. Et le problème de ce modèle-là, c'est qu'il est un petit peu inflationniste, et que lorsqu'on multiplie le nombre de lames, finalement, le couteau devient beaucoup moins ergonomique, et lorsqu'il s'agit de tailler un bâton, parfois un simple opinel est beaucoup plus efficace. Donc il faut parfois tenter de rationaliser un peu cette tendance inflationniste, parce qu'on ne peut pas tout faire et tout faire parfaitement, il faut en être conscient. Il y a un aspect qui est particulièrement important pour savoir si les anesthésistes réanimateurs sont les personnes qui vont être en charge de la médecine périopératoire, c'est le problème de la démographie. Si on analyse un petit peu en détail les atlas de la démographie française et les grandes indications de l'ONDPS, l'Office national de la démographie des professions de santé, eh bien, ces éléments démographiques, ils doivent être dirigés par la constatation d'un vieillissement de la population française, avec de plus en plus de comorbidités, des maladies chroniques, et puis également des modifications dans l'organisation des soins, avec un recours de plus en plus important au numérique. Si on va un petit peu plus dans les aspects granulaires, et ce sont des chiffres assez récents qui ont été fournis par le Conseil de l'Ordre en 2025, et si on s'intéresse plus spécifiquement à notre spécialité, eh bien, on voit que la pyramide des âges, elle a une belle base bien large, et ça, c'est des éléments plutôt assez positifs pour le futur, c'est qu'il y a un renouvellement effectif des générations. Alors, bien évidemment, il existe des disparités, et finalement, au total, on a environ 11 000 anesthésistes réanimateurs en activité et une densité moyenne de 13 anesthésistes réanimateurs pour 100 000 habitants. Bien évidemment, cela cache des disparités. Si on compare par exemple les Hautes-Alpes avec une densité à 27 en 2025 et une augmentation entre 2010 et 2025 de 30%, eh bien c'est une région qui est beaucoup plus favorisée que par exemple l'Ariège, avec une densité à 7,1 en 2025 et une perte récente de 36%. Donc cette situation générale, bien sûr, elle cache des disparités dont il faut être conscient. Également être conscient qu'au niveau européen, nous ne sommes pas les mieux dotés en termes de densité démographique, puisque nous sommes au 16e rang de la situation européenne. Il y a quand même des raisons d'espérer, et tout d'abord, je dirais un aspect organisationnel, et les données récentes montrent que finalement, le meilleur ratio entre nombre d'anesthésistes réanimateurs et nombre de salles dont ils s'occupent simultanément, c'est probablement de 2. Ce sont les recommandations dont nous parlera tout à l'heure Gilles. Et on sait qu'au-delà de ce ratio, eh bien, on diminue finalement les chances de survie du patient. Et donc, si les pouvoirs publics nous enjoignaient de nous occuper de plus de patients simultanément, de plus de salles simultanément, on aurait des éléments de la littérature qui seraient en défaveur de cette pratique.
Vous avez peut-être connaissance de ce résumé qui est particulièrement bien fait de la démographie de la spécialité. Et vous voyez qu'en haut et à droite, il y a actuellement 2436 internes en formation. C'est une spécialité qui est particulièrement bien choisie, entre le 5e et le 7e rang sur 44 disciplines, avec des droits au remords entrants relativement importants, et une demande particulièrement forte du président du Collège des enseignants pour que ce chiffre passe d'environ 500 à 600 pour les prochaines années, afin que nous puissions effectivement bien réaliser les missions qui nous sont confiées. Alors des opportunités, elles sont heureusement assez nombreuses. Nous avons des moyens pour obtenir les données pertinentes, les agréger, les traiter, et notamment des avancées technologiques qui nous permettent maintenant de recueillir très facilement des données au chevet du patient. Alors ça peut paraître un gadget, mais ça peut faire gagner un certain nombre de points et ça peut sauver des vies. Lorsqu'on reprend le schéma de tout à l'heure, et lorsqu'on va maintenant sur la partie basse du schéma, on voit que finalement, lorsque l'équipe d'intervention rapide est informée en temps réel de la dégradation du patient, et bien finalement l'intervention thérapeutique intervient beaucoup plus rapidement, et qu'à finalement 10 minutes après la dégradation, le patient est pris en charge. Et dans la vraie vie, ça marche également. Je vous invite à parcourir cette très belle étude qui a été publiée dans le New England par l'équipe de Escobar et collaborateurs, où finalement ils ont mis en place un système à la fois avec une surveillance des patients, l'intégration des antécédents, l'intégration de la biologie, l'activation d'une équipe d'intervention rapide, et ils ont fait un déploiement progressif, et ils ont comparé la population qui a bénéficié du déploiement à ceux qui n'en bénéficiaient pas encore. Et finalement, les chiffres se traduisent par un gain relativement important, avec 3 morts empêchées tous les 1000 patients hospitalisés, et sur une année, un gain en termes de survie d'environ 500 patients. Donc quelque chose de relativement puissant qui peut également être mis à profit pour la surveillance post-opératoire et également des patients qui rentrent à domicile. Ça avait été mis en place à la faveur de la Covid au Canada. Le critère d'évaluation principal était le nombre de jours vivants en dehors de l'hôpital à 30 jours. Cet effectif, cet critère de jugement n'a pas été satisfait, mais ce que les auteurs ont constaté, c'est qu'il y avait une réduction des erreurs médicamenteuses et une réduction des scores de douleur à 7 jours, à 15 jours et à 30 jours. On a également maintenant les moyens de faire une surveillance métabolique de nos patients, que les patients soient diabétiques ou non diabétiques. Ces dispositifs fonctionnent pour les diabétiques de type 1, pour les diabétiques de type 2, à domicile. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas à l'hôpital et qu'on puisse également s'en servir pour nos patients du périopératoire, et c'est ce qu'on propose de faire à Strasbourg dans le cadre de notre FHU Data Search. Des choses encore plus passionnantes, et je remercie en fait nos camarades de la Riboisière qui ont mis en place ce qu'on appelle la consultation médicale endormie, où finalement on analyse l'ensemble des signaux qui sont générés par le patient, notamment les signaux électroencéphalographiques, les signaux cardiovasculaires, les concentrations estimées des produits anesthésiques, pour finalement réaliser une sorte de stress test et d'établir des fragilités cognitives, fragilités cardiovasculaires du patient sous anesthésie générale, en faire un compte-rendu et l'adresser à nos correspondants neurologues, cardiologues, néphrologues, afin finalement de faire une sorte de dépistage au cours de l'anesthésie générale, et ça c'est particulièrement prometteur. Bien sûr, interviendra l'intelligence artificielle, et je pense que Franck nous en parlera. On peut avoir peur de l'intelligence artificielle, on peut s'en réjouir. Il faut de toute façon qu'on s'en empare avec un certain nombre de tâches qui pourront facilement être et qui sont déjà prises en charge par l'intelligence artificielle, d'autres qui le deviendront peut-être au cours des prochaines années, et puis un certain nombre de tâches qui doivent être sanctuarisées et qui doivent rester l'apanage des personnes humaines. Et je pense qu'il faut qu'on s'empare aussi de ce genre de débat pour préciser comment on va se servir de cet outil maintenant incontournable. On a également possibilité de collaborer avec un certain nombre d'autres acteurs, et notamment des infirmiers en pratique avancée. Vous savez qu'actuellement, il n'existe que 4 mentions d'infirmiers en pratique avancée. On se propose d'en proposer peut-être une 5e, infirmier en pratique avancée en médecine périopératoire. C'est ce qu'on a commencé un petit peu à faire à Strasbourg, et on a mis en place, dans le cadre du programme Optimist, l'implémentation d'un score que vous connaissez peut-être, le Quality of Recovery 15, dans le cadre d'une surveillance des PROMS, des Patient Reported Outcome Measures, en chirurgie ostéo-articulaire. Et ça nous a permis finalement d'analyser ces différents critères sur une population de plus de 6000 patients
30 000 consultations avec une intégration dans le dossier médical du patient et un suivi à la fois au cours de l'hospitalisation et après le retour à domicile jusqu'à 30 jours. On l'a également étendu à la population pédiatrique et ça nous permet de déterminer un certain nombre de trajectoires, notamment après chirurgie prothétique. Et lorsque le patient s'écarte de cette trajectoire, très rapidement, le solliciter pour une consultation de médecine périopératoire et essayer de régler les problèmes. On peut donc implémenter un système de la roue de Deming pour améliorer nos pratiques. Et puis bien sûr, il y a également un certain nombre de menaces. Et la première, c'est que l'anesthésiste réanimateur est une denrée rare, donc chère, et donc, en tout cas aux États-Unis, il est très bien payé. Et il est probable que cet état de fait ne continue pas de façon indéfinie, notamment parce que cette place-là, elle nous est challengée, et notamment la place du médecin périopératoire, par un certain nombre d'autres disciplines, dont la Société française de médecine polyvalente, et nos collègues chirurgiens, qui sont toujours particulièrement bienveillants, eh bien, là aussi, proposent que ces médecins de médecine hospitalière polyvalente interviennent dans les services chirurgicaux. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la spécialité qui réglera le problème de la mortalité post-opératoire pourra se targuer d'être la spécialité qui gère la médecine périopératoire. Et donc c'est un vrai défi pour notre spécialité. Il y a des raisons d'espérer, et je vais reprendre des mots qui ont été prononcés par Daniel Sessler. Nous avons les compétences, les outils et l'accès pour réduire et régler le problème de la mortalité post-opératoire, de la même façon que nous et nos pairs ont réglé le problème de la mortalité intra-opératoire. Nous pouvons et nous devons le faire. Il n'y a pas de contribution plus importante que nous pourrions faire pour la médecine et pour la société. Et donc, il faut prendre cette initiative et le faire maintenant. J'aurai des mots beaucoup plus prosaïques. Et comme on dit chez nous, jetzt geht's los, on y va. Merci beaucoup.